Alors, quand Moshe est envoyé pour parler à Paro, pour faire sortir les Bnei Israël, Hachem lui dit, alors c'est dans le Perek Dalet, le Pasuk Kavbet, Va Marta el Paro Ko Amar Hachem, Beni Bechori Israël. V'omar elecha, Shalach et Beni viavdeini, Vatemaen le Shalcho, Hine Anochi oreg et bincha bechorecha. Alors, tu t'adresseras à Paro, ainsi parle Hachem, mon fils aîné, c'est Israël. Et je te dis, renvoie mon fils, qu'il me serve. Si tu refuses de le renvoyer, voici que je vais tuer ton fils aîné. Donc c'est la mission de Moshe de s'adresser à Paro pour qu'il renvoie les Bnei Israël pour servir Hachem, sous peine de tuer le fils aîné, le Makat Brot. Alors, Rashi, sur place, va Marta el Paro, Beni Bechori, mon fils aîné. Lachon Gdoula. Rashi dit, mon fils aîné, c'est pas comme on pourrait penser mon fils aîné. Mon fils aîné, on entend, c'est le plus âgé, puis il y en a d'autres derrière. Non, ici c'est un langage d'importance. Que mot af ani bechor atneu, comme c'est marqué dans Tehillim, j'en ferai un bechor. Alors le bechor là-bas n'est pas un premier-né, dans le sens que nous, a priori, on traduirait, mais bechor, c'est un langage de quelqu'un d'important, c'est lui donner un rôle spécial. Donc on voit ici quelque chose d'assez étonnant, que quand on dit que les Bnei Israël sont Beni Bechori, le fils aîné d'Hachem, c'est pas pour dire que les autres nations sont d'autres enfants d'Hachem. Hein? Puisque si c'était cela le cas, Rashi n'aurait pas besoin de dire Lachon Gdoula. Il aurait dit, tu es mon fils aîné, donc à toi j'accorde plus de privilèges, je te donne un rôle spécial, je m'investis davantage en toi parce que tu es mon fils aîné, je tiens davantage à toi, mais les autres, ils sont les autres enfants. Rashi n'aurait pas besoin de dire Lachon Gdoula. Si Rashi dit Lachon Gdoula, c'est-à-dire que ce n'est pas un fils aîné. N'est-ce pas? Bien. Vous savez que dans Pirkei Avot, Rabbi Akiba il dit que c'est une grande riba d'Hachem par rapport aux nations que chez Nivra Adam Betselem, l'homme il est créé à l'image d'Hachem. Qui Betselem Elohim asa et Adam, l'homme a été fait à l'image d'Hachem, c'est vraiment accorder une importance extraordinaire à l'humain en général que de le considérer qu'il a quelque chose de commun avec son créateur. Gdola Chiba, l'Hachem, je ne me souviens plus exactement des mots, il y a une affection particulière d'Hachem envers Israël. Shenemar banim atem shenikru banim, shenemar banim atem l'Hachem lokechem. Vous, Israël, vous avez une affection particulière de la part d'Hachem, c'est d'être appelé enfant. Donc on voit ici bien que les hommes, en général, eux ne sont pas appelés enfants. Ils sont quelque chose d'extraordinaire, ils ont une grande importance que d'avoir quelque chose de commun avec le Créateur. Ils ont un tselem Elohim, une image d'Hachem, sans qu'on s'occupe maintenant de qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais il y a un rôle spécial, mais ça s'appelle seulement Nivreu Betselem, ils ont été créés à l'image d'Hachem. Alors que les Bnei Israël, c'est les seuls qui sont qualifiés, qu'il y a une chiba particulière, une affection particulière de la part d'Hachem, c'est que les Bnei Israël, ils s'appellent Banim. Banim atem l'Hachem Eloker, vous êtes les enfants. Or, si les autres nations, c'était aussi des enfants, on ne dirait pas qu'il y a une affection particulière pour Israël d'avoir été appelé enfant. Donc on voit, même Banim, ce n'est pas le cas des nations. C'est exactement ce que je vous disais au début, que Rashi, quand il dit Beni Bechori Israël, c'est pas de dire les fils aînés, auquel cas les autres nations seraient considérées comme des enfants peut-être de moindre importance, mais quand même toujours des enfants. Mais c'est pas vrai, puisque dans Pirkei Avot, on décrit seulement les Bnei Israël comme Banim, pas Bani Bechori. Ouais? Bien. Alors, dans
c'est une première remarque. Les Béné Israël sont des banim, et Béni Bechori, c'est un langage de souligner l'importance particulière. Comme le premier-né a une importance particulière, alors vous êtes des enfants, mais en attachant à cela un shvar, un éloge, une louange particulière. Oui, mais les autres ne sont pas les banim. Bon. Il y a dans notre paracha, dans le Perek Gimel, Vadaber Hashem Moshe lemor, Kadesh li kol bechor peter kol rechem bivnei Israël ba'adam uvema lihu. Consacre-moi, dit Hashem à Moshe, tout premier-né, peter kol rechem, c'est patar kol valda, l'ouverture des enfants, le premier à sortir. Peter rechem, ça veut dire celui qui ouvre la voie chez la femme. Parmi les Bnei Israël, aussi bien chez les humains, les Bnei Israël, que les animaux. Lihu, il est à moi. Rachidi, il est à moi. Le Hatzmi, Kanitim, Alede, Sheiketi, Bechore Mitzraim. Je les ai acquis pour moi, dit Hachem, par le fait que j'ai frappé les premiers d'Égypte. Oui, comme il y avait une xéra sur les enfants de mourir, le fait qu'Hachem a protégé les Bnei Israël, il les a acquis, en ne les mettant pas à mort comme il a mis à mort les autres nations. Un peu plus tard, dans Bamidbar Gimel, Perek Gimel Pasuk Yudbet Yud Gimel dans la paracha Bamidbar. Vani ne la quartier talvi mitor bnei Israël tachat kol bechor peterechem ibnei Israël vayuli halviim kili kol bechor beyom akoti kol bechor beretz Mitzrayim v'ikdashti li kol bechor beIsraël me'adam ad behema li iyu ani Hashem. Et voici que moi, dit Hachem, j'ai pris les levim du sein des Bnei Israël en remplacement de tous les premiers-nés Peter Echem qui ont ouvert la matrice mi Bnei Israël, d'entre les Bnei Israël, Vayuli Alviim, et les levim sont pour moi. Kili kol bechor, car à moi appartient tout premier-né, beyom akoti kol bechor bet Mitzrayim, le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, Higdashtili kol bechor beIsraël, j'ai consacré pour moi tout premier-né en Israël, mais Adam ad behema liyu ani Hashem, de l'homme jusqu'à l'animal, ils seront consacrés à moi, dit Hashem. Donc on voit la reprise de ce qui se passe dans notre paracha, que lorsqu'Hachem a épargné les premiers-nés, il les a acquis, et par la suite, après la faute du veau d'or, Hachem va remplacer les premiers-nés par les levim. Hein? Vous suivez jusqu'à là? Bien. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, enfin celui du Perek Yud Gimel dans le livre de Shemot et celui du Perek Gimel dans le livre de Bamidbar, on voit que les premiers-nés dont il s'agit sont les Pitrei Rechem, ça veut dire ceux qui ont ouvert la voie, les premiers-nés de la femme. D'accord? Et là, il y a quelque chose d'intéressant, que, tiens, c'est bizarre cette histoire de premier-né de la femme. Est-ce qu'Hachem, normalement, quand il parle des premiers-nés, quand on dit que Esav, c'est le premier, ouais, on s'intéresse par rapport à Yaakov, par rapport à Yitzhak, pardon. Il y a une concurrence, et on demande qui est le premier à être sorti, mais c'est pour être le premier-né de son père. Les brachot, c'est le père qui va les donner. La bchora, c'est toujours par rapport au père. Et ici, on est passé dans une bchora en premier-né de la mère. Le premier chez la mère, ce qui est très différent, on en parlera tout à l'heure. Alors, c'est un premier point qui est intéressant. Après avoir dit, en introduction, que seuls les Bnei Israël comptent comme des banim pour Hachem,
Mais la Bchora à l'intérieur des Bnei Israël semble avoir évolué d'un stade de premier-né, ce qu'on appelle normalement premier-né, c'est le premier-né du père, le fils aîné. Qui c'est l'aîné? C'est le premier du père. Hein? Qui c'est l'héritier? C'est le premier, c'est le père qui compte. Et là, on est passé à premier-né de la mère. Avec la sortie d'Égypte, on parle d'un premier-né de la mère, ce qui est quelque chose de très étonnant. Qu'est-ce qu'a fait ce passage? Et qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? D'accord? À part ça, il y a dans notre paracha une remarque très intéressante de Rabbi Tar de Strasbourg, et qui a fait la remarque suivante, que dans ce chapitre Yud Gimel de la Parshat Bo, c'est marqué comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Kadesh Kol Bechor Peter Korechem, Bivnei Israël, Badam ou Elihu. Oui, tu me consacreras le premier-né de la matrice. Ouais, ok. Vayomer Moshe el Ha'am, et maintenant Moshe va transmettre cette loi qu'Hachem lui a dit, de consacrer les premiers-nés, il va transmettre au peuple. D'accord? Vayomer Moshe el Ha'am, et ce qui est étonnant, dit Rabbi Tar, c'est la façon dont ils transmettent cette halakha. Zachor et ayom asher yotzatem mi'eretz Mitzrayim mibet avadim ki b'chozek yad hotzi Hashem etrem miseh velo yachel chametz. Souviens-toi, dit-il au peuple, que ce jour-là, où vous êtes sortis d'Égypte, d'une maison d'esclaves, c'est d'une main puissante qu'Hachem vous a fait sortir d'Égypte, d'ici, et on ne mangera pas de chametz. Hayom atem yotzim bechodesh aviv, aujourd'hui vous sortez le mois du printemps, au mois du printemps. Vaya ki viacha Hashem lo el haaretz, haklan yachidorim riv avchit ivayimusi, asher nishba lavotecha latet lach, eretz zavatra lavudvash, vavata et avoda azot bachodesh hazeh, le jour où vous arriverez en Eretz, vous ferez cette avoda, on parle du Korban Pesach. Shivat yamim tochal matzot, b'yom shvi chag l'Hashem, pendant 7 jours, vous mangerez des matzot, le 7e jour sera aussi une fête, pour Hachem, matzot yachel et shivat yamim, on mangera des matzot durant 7 jours, velo yirecha chametz, velo yirecha sor, b'chol gulecha, on ne verra ni ne trouvera chez toi aucun levain ni pâte montée. D'accord? Veigata levincha bayamaou les morts, bavourze ase Hachem li betzeti Mitzrayim, tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, bavourze Hachem pour cela, pour le seder, que Hachem m'a fait quand je suis sorti d'Égypte. Vaya lecha le hot aliatra, le zikaron benenecha, le mantier Torah Hachem bipicha, ki biatra zaka utzir Hachem Mitzrayim, et tu porteras ça en signe avec les tefilin. Veshamarta et achuka azot, le moadam yamim yamim, tu observeras cette loi d'une année sur l'autre. Qu'est-ce que Moshe devait dire au peuple? Il devait lui parler de consacrer les premiers-nés. Et vous voyez une espèce d'introduction ou quelque chose qui ne semble pas du tout à sa place. On s'étend sur des lois nouvelles ou sur des lois déjà connues. Des lois déjà connues, on a déjà parlé plus haut. Dans le livre de Shemot, on a déjà parlé du Korban Pessah, on a déjà parlé de l'obligation de la matzah, on a déjà parlé du Issour du Chametz, on a déjà parlé de tous ces trucs-là, on est en train de les redire. Ici, en plus, il y a quelque chose qui nous intéresse, enfin, qui nous intéresse, tout nous intéresse, il y a quelque chose de nouveau, c'est les tefilin, d'accord? Et aussi, Vigat Alevincha, la mitzvah du Seder, Vigat Alevincha, bien qu'on a déjà parlé plus haut que les enfants, quand ils vous demanderont, c'est la question du rachat, quoi qu'il en soit, disons, on voit, il y a quelques nouveautés, mais en vérité, on ne comprend pas l'ensemble de cette introduction ou d'avoir placé plusieurs psukim avant que Moshe n'aille rapporter l'ordre d'Hachem de consacrer les premiers-nés. Et c'est seulement Pasuk Yud Aleph, Vaya ki viach Hashem el eretz hakenani kasher nishba lecha velavotecha untalalach, ça sera quand Hachem t'amènera dans la terre des Knaani comme il te l'a juré et à tes ancêtres et qui te la donne. Vavarta kol peter rechem l'Hashem vechol peter sheger behema asher yelecha azrarim l'Hashem. Il dit maintenant, Pasuk Yud Bet, tu feras passer tout premier-né de la matrice pour Hachem et tout premier-né
que l'animal expulse, que tu auras les mâles pour Hachem. Oui, très étonnant que c'est seulement maintenant, il avait comme ordre de transmettre cette halakha, et puis il a attendu tellement longtemps, il a intercalé tout à fait autre chose. Qu'est-ce que c'est comme façon de présenter les lois d'Hachem? On n'a pas l'habitude. En général, quand Hachem donne un ordre à Moshe, tu donnes telle et telle loi, ben il va tout de suite essayer de s'acquitter de cela. Zrizim makdim il mitzvot, il se dépêche, il va tout de suite donner cette halakha au peuple. D'accord avec moi? C'est très inhabituel. On ne comprend pas le bien fondé de ça. Donc, finalement, si vous voulez, on va s'intéresser aujourd'hui à 2 points. Le premier point, c'est cette espèce de passage de ce qu'on appelle le premier-né, que tout le monde appelle le premier-né, qui est le premier-né du père, à ce qu'au moment de la sortie d'Égypte, le seul premier-né qui nous intéresse, c'est Peterechem, le premier qui ouvre la voie aux autres enfants, c'est le premier qui sort de la mer. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce changement d'appeler ça maintenant le premier-né? On n'a pas parlé de celui-là. Normalement, ce n'est pas ça qu'on attendrait. Et une remarque supplémentaire, c'est de dire que l'introduction de cette halakha qui a été donnée à Moshe, de rapporter au Bnei Israël, ça se rapporte en introduisant des tas d'halakhot avant que de parler de ce qu'il devait parler. D'accord? À quoi ça correspond? Bien. Alors, il y a une Gemara très intéressante dans Brachot Zayin Amud Bet. Reuven. La Gemara s'intéresse au nom de Reuven. Oui. Amar Rabbi Elazar, Amra Léa. Léa qui a donné ce nom de Reuven. Pourquoi elle a donné ce nom? Reu ma bein beni le vein chami. C'est pour dire Reuven. Enfin, il manque un yud pour ben, mais enfin, regardez la différence qu'il y a entre mon fils et celui de mon beau-père. Qui est le beau-père de Léa? Pas tout le monde en même temps? Yitzhak, très bien. Alors, de il ou ben chami afalgav de midat et zavne le briroute, dirti vaim koret prorato le Yaakov, chazum aktiv be, vaistom esav et Yaakov, urtiv, vayomer achi kara shemo Yaakov ayekveni zepamaim gomer. Car le premier-né de Yitzhak, de mon beau-père, c'est donc Esav, qui a vendu librement, midate, son droit d'aînesse, comme c'est marqué, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Et regardez la suite, qu'est-ce qui est marqué? Esav haï Yaakov, et c'est aussi marqué, ah, c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov, parce qu'il m'a roulé à 2 reprises. Il m'a roulé avec le droit d'aînesse, et il m'a roulé aussi pour les brachot, pour prendre les brachot de mon père. Ouais? Donc ça veut dire qu'il considère qu'il s'est fait rouler. Mais enfin, zut, tu as été libre. On t'a mis le marché en main. Et même si le marché, tu l'as consenti, tu l'as vendu, tu l'as vendu. Qu'est-ce que tu es en train maintenant de commencer à faire des histoires? Ouais? Ve'ilou beni, regardez mon fils à moi, Reuven, regardez la différence. Afalgav de Al-Sef le Bchirouté, Miné, Dirtiv, ou Bechal le Yitsui Aviv, Ditna Bchorato Livne Yosef. Bien que on lui a pris son droit d'aînesse, malgré lui, on lui a enlevé son droit d'aînesse, comme c'est marqué quand il a renversé le lit de Bila, ouais, on lui a dit, voilà, on a donné son droit à Yosef. Afilouachi, et en dépit de cela, Lo Aknabe, il n'a pas jalousé Yosef. Dirtiv, Vayishma Rouven, Vayatzileu Meyadam, c'est marqué, Rouven a entendu ce que les frères voulaient faire à Yosef, et il a sauvé Yosef de leurs mains. Regardez la différence qu'il y a entre mon fils et celui de mon beau-père, car celui de mon beau-père, qui a vendu lui-même son droit d'aînesse, et après, il n'a jamais pu passer là-dessus, il n'a jamais admis ça. Il a haï son frère parce qu'il est devenu l'aîné, parce qu'il lui a acheté le droit d'aînesse. Oui. Et ensuite, c'est marqué, il m'a roulé. Qu'est-ce qu'il m'a roulé? C'est toi qui es un imbécile dans cette histoire. Ouais. On m'a accepté, tais-toi. Tu l'as vendu. Alors que Rouven,
que pas seulement il n'a pas vendu, mais qu'on lui a enlevé le droit d'aînesse. Il avait fauté, certes, mais on lui a enlevé le droit d'aînesse. Donc on pourrait se rebeller contre cela, ne pas être d'accord. Non seulement, il n'a pas été jaloux de Yosef, mais il a sauvé Yosef de ses frères. Ce Yosef qui a reçu son droit d'aînesse. Esav qui a vendu son droit d'aînesse, il n'a jamais admis que le droit d'aînesse était vendu. Et Rouven qui n'a pas vendu, à qui on a pris le droit d'aînesse, il n'en a pas été jaloux de ceux qui lui ont pris, et il a essayé de sauver Yosef par tous les moyens qu'il pouvait avoir. D'accord? Et ça, Léa a dit, Rouven, regardez voir entre ce qu'il y a comme différence. Il y a quelque chose un tout petit peu étonnant. C'est que il y a des choses qu'on peut penser, mais ce n'est pas parce qu'on le pense qu'on est en droit de le dire. N'est-ce pas? Est-ce que c'est du derech eretz de dire, ouais, mes beaux-parents, ils ont élevé un espèce de tordu qui s'appelle Esav, mon fils à moi, ouais, regardez comme c'est mieux. Quoi c'est? Même si tu le penses quelque part, c'est pas une chose que tu peux publier. Tu vas pas dire, il s'appelle Rouven pour dire, regardez la différence. Ça c'est pas un truc. Tu peux le penser, à la rigueur, pense-le, peut-être, mais pas plus. Mais c'est pas, il faut pas le dire, et pas appeler le nom comme ça, mettre le doigt là-dessus, n'est-ce pas? Alors, moi je pense qu'ici il y a un grand chidouche sur la Bechora. Il y a un grand chidouche sur le droit d'aînesse. Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Qui est-ce qui a le droit d'aînesse? Hein? Premier. C'est pas? Mais c'est le premier parce qu'il est premier. Et s'il est premier, il a le droit d'aînesse. D'accord? C'est une équation. C'est une définition, si vous voulez. Une définition. Qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? C'est le premier, c'est pour l'aîné. Qu'est-ce que c'est l'aîné? C'est le premier. On ne discute pas de ça. Ça ne se discute pas, c'est une équation. C'est ça la définition du droit d'aînesse. C'est le droit du premier, de l'aîné. Tu peux monter, tu peux descendre, mais le premier, c'est le premier. Le droit d'aînesse, c'est le premier. Si j'ai vendu le droit d'aînesse, ça n'a aucun sens. De toute façon, est-ce que ça va enlever chez moi le fait d'être né le premier? Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer une réalité que Esav est sorti le premier. N'est-ce pas? Le Ran, c'est un des grands auteurs du Moyen-Âge, il écrit dans les Drashot qu'une des raisons pour laquelle Esav a haï Yaakov, parce que Verav Yavot Saïr, que le grand il sert le plus jeune, c'est pas dans l'ordre des choses, c'est pas normal. Je suis le premier, c'est impensable que Hachem il a mis en place une concurrence, une opposition entre le droit, je dirais, naturel, que Esav c'est le premier. Magialo, ça lui revient. Pourquoi? Parce que le premier, il le mérite. Je ne te parle pas qu'il le mérite, je te dis que c'est ça, c'est la réalité. C'est pas? Et il lui met contre lui un Yaakov, qui n'est pas le premier, et à qui on donne le droit de Tsaïr, Rav Yavot Tsaïr. Et le Ran, il dit, c'est pour ça qu'il y a quelque chose une opposition terrible que la Torah a mis en place. Elle a donné un certain dynamisme dans l'histoire, elle aurait pu faire les choses très gentiment et de faire que Yaakov c'est le premier. Il n'y aurait jamais eu d'histoire, il n'y aurait pas eu de concurrence, il n'y a pas eu de remise en question. Mais toute l'histoire du peuple juif, c'est d'avoir besoin de justifier des choses qui ne vont pas de soi. Ouais. Alors, le Esav qui naturellement sent qu'il est le premier, et on lui dit, ben, c'est le deuxième qui va être le... Et le deuxième, il essaie d'obtenir gain de cause, puisque c'est moi qui ai reçu la bracha, c'est moi qui... Hein? Bon. Moi, je dis ça, c'est parce que, au niveau de Esav, si je suis le premier, je ne peux pas être le deuxième, je ne peux pas vendre le droit d'aînesse, ça ne veut rien dire, j'ai vendu du vent. Parce que ça ne peut pas changer la réalité que je suis né le premier. On ne peut pas le changer. On ne peut pas te vendre que je sois né le premier. Regardez Rouven. Rouven,
c'est pas quelqu'un qui est mieux que Esav, parce que Esav c'est un rachat et lui c'est un tzaddik, ce qui est vrai. Mais c'est pas ça l'essentiel de la différence entre Esav et Reuven. C'est que Reuven, il pense que le droit d'aînesse, c'est simplement un kéli, un moyen, un instrument mis à ma disposition pour faire une certaine avoda. Et si je ne le mérite pas, je ne le mérite pas. C'est pas un droit. Vous comprenez? C'est un droit, oui, mais c'est un droit qui est assorti d'une condition qu'il faut le mériter. Ça veut dire que Reuven, il a un autre regard sur ce que ça veut dire être aîné que Esav. Esav ne peut pas admettre, il ne peut pas concevoir, je suis le premier, donc je suis l'aîné. Je suis l'aîné, je suis le premier. C'est Aïnouar, c'est la même chose, et on peut monter et descendre, ça ne peut pas être autrement. Ça veut dire, il sent très naturellement que ça m'a guiali, ça me revient, c'est moi. Reuven, Reumaben, regardez cette différence. Reuven, il est aussi premier, mais il ne prend pas, il ne comprend pas que comme ça, un homme, il reçoit un droit de naissance, primauté. C'est le premier, le fils aîné du roi, ça peut être un taré, c'est souvent arrivé, un taré tordu, tout ce que vous voulez, mais c'est le premier, ah, ça sera le roi. Pourquoi? C'est le premier. Reuven marque une évolution extraordinaire de l'idée de premier, que si on ne mérite pas, on perd le kéli qu'on a. Si je ne mérite pas, si je ne justifie pas le fait que je me comporte comme un premier, oui, eh bien je perds ce droit, parce que c'est vrai, quelque chose qu'on a, ça existe. Être premier, ça existe, c'est une chose qui est une réalité. Mais c'est pas quelque chose qu'on aurait hérité que je suis premier parce que je suis le premier. Mais c'est un droit qu'on m'a donné, mais je peux le perdre. Et c'est pour ça que quand bien même on m'a enlevé le droit d'aînesse parce que je ne l'ai pas mérité, eh bien ça n'enlève pas mon comportement par rapport à Yosef. Vous voyez? Alors je dirais, c'est pas une remarque méchante que Léa a faite à ses beaux-parents que j'aurais pas pris. Regardez ceux-là, ils ont mis un taré dans le monde, un rachat, et que moi, quel tzaddik j'ai. C'est pas ça. Elle est en train de dire, regardez comme mes beaux-parents, ils ont fait évoluer la situation. Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Jusqu'à ce qu'on arrive à un Rouven, il y a eu Avram, il y a Yitzhak, maintenant il y a Yaakov. Vous voyez, c'est une évolution des choses. C'est pas une critique sur les beaux-parents qu'on n'aurait pas compris. Pourquoi est-ce qu'elle se permet de faire des choses? Comment elle se permet de faire des remarques de ce genre-là et d'appeler son fils d'après ça? C'est simplement qu'elle met l'accent qu'il y a une évolution. Or, l'évolution, elle est due aussi à Yitzhak, n'est-ce pas? Et donc, elle va souligner que regardez cette différence, qu'à l'époque, chez Yitzhak, on en est encore au premier. Le premier-né, c'est une définition, il est le premier, c'est incontournable, n'est-ce pas? Alors que maintenant, on est arrivé avec l'évolution des choses à ce qu'un premier, c'est seulement des kélim qu'il a, des moyens qu'on lui donne d'exprimer quelque chose et qu'on peut les perdre si ce n'est pas justifié. D'accord? Et le Midrash, d'ailleurs, dit, dans le Yalkut, dans Parshat Vaïchi, Rabbi Nathan dit, vous savez, quand Yaakov dit à Rouven, Bechori ata, en vérité c'est une louange qu'il fait à Reuven, c'est une louange. Tu as bien mérité d'être le premier. Parce que les premiers que nous on connaît, c'est des Khamsanim et des Listim, des gangsters, des bandits. Comme c'est marqué que quand on a demandé à Esav d'aller d'aller chasser et de rapporter un animal pour que Yitzhak le bénisse, il est allé pour chasser la vie, la toute saïd de la vie. Et pour apporter, de toute façon il l'aurait apporté. S'il n'en trouve pas, il va le voler. Chez lui, il n'y a aucune conscience morale. On lui a demandé d'apporter un animal qui est chassé. Ok, si on arrive à trouver ça, tant mieux. Si on n'arrive pas, ça ne change pas grand-chose, je vais voler. Alors que Rouven, c'est pas marqué que quand il a cueilli les doudaïm, quand il est allé dans le champ, il est allé à l'époque de Tsichritim, c'est-à-dire après la moisson de blé, c'est-à-dire un moment où on a le droit de rentrer. On a insisté dans la Torah là-dessus, qu'on a le droit à ce moment-là de rentrer dans les terrains. Il va prendre des fleurs quand c'est permis de rentrer dans les terrains. Lui fait attention, la Torah il souligne que lui fait attention à cela. Et en plus, dit le Midrash, que tous les premiers qu'on a vus, c'est toujours des gens qui ont des problèmes avec les suivants.
Caïn, il se débarrasse d'Avel. Yishmaël, il en veut à Yitzhak. Esav, il ne supporte pas Yaakov. Il ne supporte pas la concurrence. Il se croit comme seul au monde, les seuls qui ont le droit d'exister. Et dès qu'il y a quelqu'un à côté, ils sont en train de taper dedans dès qu'il y a quelque chose qui leur déplaît. Ils ne peuvent pas vivre le fait qu'il y a une concurrence, qu'il y a quelqu'un à côté qui a aussi des droits. Oui. Alors que toi, Rouven, toi, tu es formidable. Toi, tu es formidable. Tu es le premier. Mais chez toi, ce n'est pas un droit, c'est une responsabilité que tu as. C'est des obligations que tu sens là-dedans. C'est un devoir que ça crée chez toi. Et c'est pour ça que c'est pas parce que Yosef il a pris le droit d'aînesse, c'est pas pour autant que tes obligations ils sont. Au contraire, il est très responsable. Rouven, on le voit à différentes périodes, qu'en vérité, cette responsable, le sens de responsabilité de premier, en vérité, Rouven, il a gardé. Il a perdu les droits qui sont attachés à ça. D'avoir une double part, et tout, ça il a perdu. Mais il a gardé toujours un sens, que c'est en vrai Broriata, tu es un premier-né. Oui, et le Midrash le félicite pour ça. Mais en réalité, il y a un Bror à côté de celui-là. Dans la Mishnah, il y a deux genres de Bror, de premier-né. Il y a Bror le Nachala et Bror l'Igdusha. Le Bror le Nachala, c'est quoi? Le Bror le Nachala, c'est le premier, l'héritier. Qu'est-ce que c'est l'héritier? C'est le premier du père. Il y a à côté de cela le Bror le Gdusha. Le Bror pour la Gdusha, qui c'est le premier de la mère. Le Peterchem dont on a... Ça s'appelle Bror le Gdusha. Qu'est-ce que ça veut dire Bror le Gdusha? Ça veut dire que il faut faire un pidyon aben, par exemple, maintenant qui ont été remplacés par les Levim, il a une Gdusha, et il faut et je vais essayer d'expliquer quelle est la Gdusha, de quoi il s'agit. En général, dans un couple, quand ils ont un enfant, l'enfant est en même temps le premier du mari et de la femme. Quand on n'est pas dans les couples recomposés et tout cela, ouais, normalement, le premier, ça va être le premier du père et de la mère. Donc on n'a pas l'occasion de sentir qu'il y a une différence entre premier du père, premier de la mère. On fera le pidyon aben du premier du père. Mais c'est pas parce qu'il est le premier du père, c'est parce qu'il est le premier de la mère. Mais ça, on ne se rend même pas compte. C'est le fils aîné. Ben voilà, si c'est un garçon qui naît en premier et qui n'a pas eu de fausse couche avant, etc., bon, des tas de... Hein, alors, on fera un pidyon aben. D'accord? Bien. Un pidyon aben, il a à faire sur le premier de la mère. Mais on ne remarque pas parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Imaginez maintenant un couple recomposé. Ouais? Bon. Alors, 3 cas de figure. Les deux ont été mariés avant. Le père a été marié, mais pas la mère. La mère était mariée, pas le père. Ok? Bien. Imaginons le cas où la mère a déjà été mariée. Mais le père n'a pas été marié. Il épouse une femme, veuve ou divorcée. Il va l'épouser. Il va avoir un fils. Ah, mon fils. Attends, mais ta femme, elle en a déjà eu. Elle a déjà eu des enfants. Ouais. Non, mais tu as une relation. Ah, mon fils. D'accord? C'est ta production. C'est moi. Je vais marquer mon nom. D'ailleurs, quand on monte à la Torah, fils de son père. D'accord? Il peut y avoir l'inverse. Le père était déjà marié, il avait déjà des enfants, et la mère pas. Oh, d'accord, c'est très bien que la mère elle ait des enfants, c'est très bien. Mais des enfants, moi j'en ai déjà, moi, le père. Donc il a quelque part une espèce de moins d'intérêt, en principe, hein, schématiquement. Hein, il a moins d'intérêt pour des enfants qui sont le premier de sa femme, si lui déjà, il a déjà des enfants, sauf s'il y a des problèmes ponctuels qui ne s'entendent pas et que machin, et que avec cette femme ça représente quelque chose. Mais normalement, je regarde, schématiquement parlant, le père, ce qui l'intéresse, c'est ses enfants. Ça veut dire que si son premier, quand bien même la femme, elle en avait déjà, mais ça c'est mes enfants, ouais. Et s'il il les revendique, et si jamais c'est ceux de la femme, alors que lui n'a déjà, bon, c'est les enfants de sa femme. Ouais. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de toucher? On est en train de toucher les enfants de la mère par rapport au père. Ou, on dirait, même le rapport qu'il y a, la relation qu'il y a dans le couple, au départ, entre un homme et une femme. Vous savez que
le soir du mariage, on considère qu'il y a une mitzvah d'aller avec sa femme, quand on se marie, il y a une mitzvah d'aller avec son mari, et le rapport conjugal qu'ils vont avoir s'appelle Beilat Mitzvah. Avoir des rapports conjugaux qui sont une mitzvah. Oui, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Pourquoi c'est une mitzvah? Ki boalaïr osaïr nu Hashem tzvakot. Car celui qui va avoir des rapports avec toi, osaïr, il te forme, il te transforme, il te réalise, il t'accomplit. C'est-à-dire, une femme, normalement, elle n'a pas directement des enfants. Il faut d'abord que la voie soit ouverte, qu'ils aient déjà une première relation, et alors, en général, on dit « Ein isha nitabra bebia rishona », c'est une règle, sauf exception sur lesquelles on nous explique comment ça s'est passé, mais normalement, la première fois où le mari est avec sa femme, la femme ne va pas avoir des enfants de cela. D'accord? Alors, mais à partir de maintenant, elle pourra avoir des enfants. Ça veut dire que ce premier rapport du couple, c'est quelque chose qui va permettre à cette femme d'être féconde, d'avoir des enfants avec son mari. Oui? Et ça, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah pour le mari. Quelle mitzvah? Mais c'est une mitzvah par rapport à la femme. C'est pas une mitzvah, disons-lui, il peut déjà avoir des enfants, c'est pas ça. Mais il y a une mitzvah de s'intéresser à ce que tu vis avec quelqu'un et de se préoccuper que cette femme elle puisse se réaliser. Qui boit l'aïchosaïr, la femme, Elisha Koretet Brit, elle a le Mishéosé Otakli, la femme, elle ne conclut d'alliance qu'avec celui qui en fait quelque chose qui va servir. Parce qu'avant qu'elle soit avec cet homme, elle n'avait pas d'enfant, et maintenant, grâce à lui, elle va pouvoir en avoir. Et c'est ça ce que la femme qui va avoir une alliance, c'est pas simplement parce qu'elle est mariée avec lui, alors il va lui être fidèle, certainement, mais le brit qu'elle fait parce que celui qui a avec toi un rapport, il va, au saïr, il va te transformer, il va faire de toi qui te permet de jouer le rôle de mère. Avant tu étais une femme, d'accord? Maintenant grâce à ton mari, tu peux devenir une mère. Et ça, par rapport au père, on peut dire, c'est pas directement la première chose qui le touche. Lui, il a un rapport de propriétaire, c'est mes enfants. Il se les attribue. Même, et c'est vrai, quand il monte la Torah, on appelle le fils du nom de son père. Mais le père, il a aussi que dans le cadre du mariage, il doit un petit peu prendre un petit peu d'envergure, un peu, s'élargir un petit peu le cœur. Oui, sentir des choses. Que quoi? Qu'il y a des enjeux qui sont peut-être pas directement tes enjeux à toi, peut-être pas directement si tu as déjà des enfants. Tu veux dire, j'ai déjà des enfants. Non, il y a un enjeu que toi, tu es en train de permettre à quelqu'un avec qui tu vis, à quelqu'un proche, de pouvoir se réaliser. Ouais. Et ça, et grâce à cela, il va s'attacher à sa femme. Alors on peut dire, il va s'attacher, ça veut dire qu'il pourra aller avec elle pour avoir des enfants. Hein? Mais aussi on peut dire qu'effectivement, un mari, quand il commence un petit peu à se préoccuper qu'il y a quelqu'un à côté de lui qu'il doit permettre de réaliser. Alors ça aussi c'est quelque chose il fait quelque chose de bien. Recevoir comme d'avoir des enfants, mais aider quelqu'un à se réaliser, ça fait qu'il s'investit là-dedans, et cette mitzvah de s'investir, elle va se réaliser complètement le jour où sa femme aussi, la femme aura un enfant, elle sera fière de montrer à son mari, voilà, tu vois, on a réussi. Oui. L'enfant dont il s'agit, c'est un garçon, je ne vais pas rentrer pourquoi un garçon, c'est différent d'une fille, on ne va pas dire que c'est plus, c'est idiot de parler dans des termes qui sont où il y a des sensibilités qui sont très très fausses qui s'exercent là-dessus, c'est autre chose. Mais, c'est autre chose. Mais, la femme, ce que tu as commencé la nuit de noces à te préoccuper que ta femme puisse avoir des enfants, eh bien, cette mitzvah se terminera avec l'enfant, ça sera un bechor l'ikdusha. Pourquoi l'ikdusha? Parce que c'est un autre niveau, c'est un niveau plus élevé que simplement l'enfant du mari. Vous comprenez? L'enfant du mari, ça aussi, c'est un bechor. Vous comprenez? C'est un enfant naturel, c'est l'enfant qui vient naturellement, dont on est propriétaire. C'est pas un niveau, ça ne suppose pas une
un investissement spirituel particulier pour avoir un enfant, a priori. Vous comprenez, pour le père. Avoir des enfants. Il veut des enfants, il veut être continué. Hein? Alors que l'enfant de la mère, ça c'est Bechor l'Igdusha. Ça c'est un Bechor pour servir Hachem. Pourquoi? Parce que c'est un Bechor qui est plus élevé. Parce que c'est l'enfant, un aîné qui est le résultat d'un investissement, d'une préoccupation par rapport à sa femme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on a deux catégories. Il y a une catégorie que la Mishnah appelle Bechor le Nachala, le premier pour l'héritage, c'est le premier. Premier. Et ça, c'est un premier, le Nachala, si vous voulez. Il a vendu son droit d'aînesse. Bon, maintenant, on laisse ça entre parenthèses, mais c'est le premier du mari. On va l'attribuer au mari. Et à côté de cela, il y a le premier de la femme, qui est quelque chose de plus élevé. Il est plus élevé parce que ça suppose que le mari, quelque part, il s'intéresse. Hein, il ne va pas dire, moi je ne veux pas d'enfants. Il pourrait dire, moi j'en ai déjà, ça ne m'intéresse pas d'en avoir. Non, pour que la femme ait des enfants, il y a quelque part comme une sensibilité qu'à nous deux, on est en train de créer quelque chose de nouveau. Et même si j'en ai déjà des enfants, mais il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est Bechor Peter Rechem. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que quand on est en train de parler des premiers-nés, on est en train de parler des premiers-nés, il y a un changement avec Yetziat Mitzrayim, qu'on arrête de considérer les premiers-nés comme celui qui vient d'une façon normale, naturelle, celui qu'on a, parce qu'on peut avoir des enfants, bien évidemment, hein, mais enfin, l'enfant qu'on va avoir très naturellement, mais un enfant dans lequel il y a quelque chose, on est investi. Vous voyez, on crée quelque chose avec le Bechor Peterechem, on crée quelque chose de spécial. Alors en général, ça ne se voit pas, parce que à la naissance de l'enfant, c'est en même temps le premier de son père et de sa mère, c'est en général comme ça que ça se passe, donc on n'est pas tellement sensible, et un train peut en cacher un autre, il y a quelque chose dont on ne se rend pas vraiment compte, et le père il va croire que le Pidyon Aben, qui est une mitzvah du père, mais que c'est quelque chose qui est, parce que c'est mon fils, alors qu'en réalité c'est pas vrai, c'est parce que c'est le fils que tu as permis à ta femme d'avoir. Vous comprenez? Ça c'est de la Gdusha, ça c'est un niveau, on sort avec la sortie d'Égypte, avec de quelque chose de naturel pour quelque chose d'une avoda, de Gdusha. Hein? Alors, il y avait une étape très importante qui s'appelait Reuven. Je dirais, si vous voulez, il y a eu une première étape qui s'appelle l'enfant à la mode de Esav, à la mode des Goïm en général, et les Juifs aussi peuvent aussi avoir ce rapport très spontané, c'est mon enfant, les Juifs peuvent être sous-développés, hein. C'est pas parce qu'on est Juif qu'on est protégé, les Juifs peuvent tout à fait être sous-développés dans leur relation à leurs enfants. Et donc, c'est la première étape où l'enfant, c'est quelque chose de naturel. L'enfant naturel de ce père. Rouven, il a fait quelque chose d'énorme. Il a fait une révolution là-dedans, que lui, il n'a pas senti que ce qui est naturel, c'est un droit, mais c'est un devoir. C'est une obligation qui est liée au fait que j'ai un rôle spécial. Comme si quelqu'un, par exemple, reçoit à sa naissance une fortune, ou il naît dans une famille cultivée, oui, il doit considérer que c'est un moyen qu'Hachem lui donne pour arriver à travailler dans sa vie. On lui a donné de l'argent pour réaliser des mitzvot, ou la culture pour, je sais pas, pour parler, pour réfléchir à certaines choses, pour étudier. Vous comprenez? C'est comme toutes les choses. Un aîné, c'est aussi une chose qui est un attribut, un privilège que l'on peut avoir, il faut utiliser au mieux possible. Et donc Rouven, il est en rupture avec l'aîné qu'on connaissait jusqu'à présent, et grâce au travail d'Avraham, Yitzhak et maintenant Yaakov, on a pu arriver à un stade où c'est plus recevoir et revendiquer. Et c'est pour ça que Esav, par exemple, ne pourra jamais être en paix avec ce droit d'aînesse qu'il a vendu pourtant. Ouais. Pourquoi? Parce que inconcevable, c'est moi. Et je suis le premier. Tu montes, tu descends, c'est moi. D'accord? Eh bien, Rouven, il a tout à fait évolué par rapport à cela. D'accord? Il y a une question extraordinaire que Rav Dessler rapporte au nom d'Israël.
Rav Simcha Zissel pose la question suivante. Quand Hachem a chargé Moshe de parler au Bnei Israël, il a chargé Moshe de parler au Bnei Israël. Alors, Moshe avait des problèmes. Ils vont pas m'écouter, ils vont pas croire que c'est moi qui suis envoyé, ils vont pas croire dans la Géoula. Oui, alors Hachem, il doit lui donner des tas de signes, etc. Il lui donne, bon. Une fois que les Bnei Israël, en vérité, contrairement à ce que Moshe attendait, mais que les Bnei Israël croient à l'annonce de la Géoula, oui, une fois qu'ils ont confiance en cela, à ce moment-là, Moshe va parler à Paro. À ce moment-là, il doit aller chez Paro. Et vous savez, aller chez Paro, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un miracle. Il faut imaginer. Moshe, c'est un ancien recherché de la justice, wanted. Il avait tué un Égyptien à l'époque pour lequel il a dû s'enfuir. D'accord? Ça veut dire, peut-être que c'est une histoire qui est oubliée, mais si maintenant il refait surface, il y a un dossier qui doit ressortir. Il risque sa vie d'aller. Il rentre dans le palais. Le palais est protégé par des gardes, par une armée surpuissante. Il est protégé par des animaux. Moshe rentre là-dedans, il parle à Paro avec beaucoup de respect, mais d'une façon ferme. Il ne déguise pas ce qu'il est en train de penser. Le Paro s'attend que, parce que le jour où Moshe rentrait chez lui, il s'attendait que c'était le jour du couronnement. Il est cosmocrator. Il est le roi du cosmos. Il s'imagine être le roi du cosmos. Et tout le monde entier venait chez Paro pour lui faire des cadeaux. Et alors il vient, et Moshe qui et dit, toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Je t'apporte la contestation. Il n'a pas dit dans ces mots. Il parle respectueusement. Let my people go, V'yavduni. Permets à mes enfants de partir, sinon je vais tuer tes premiers-nés. Mince alors. Quoi, le jour du couronnement, il est en train de faire la chouma à Paro devant le monde entier qui est en train de se prosterner devant Paro. Moshe, il rentre là-dedans. C'est un homme recherché par la justice. C'est un homme qui est... c'est une folie. C'est impossible de rentrer dans cette forteresse du Paro qui est le Kodesh HaKodashim de la Touma. Il est impossible de rentrer. Et Moshe, il rentre sans rien qu'il arrête. Demande Rav Simcha Zissel. Pourquoi est-ce que on n'a pas commencé à envoyer Moshe chez Paro, et alors on aurait vu quelque chose d'incroyable, que la Goula il commence. Si quelqu'un comme Moshe, le représentant des Juifs, il peut rentrer comme ça chez Paro, et parler à Paro comme il est en train de lui parler, et ne pas être endommagé par tout ce qui est ni menacé par tout ce qui existe, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire pour que les Bnei Israël y croient dans Moshe. Pourquoi les choses sont à l'envers? Pourquoi Moshe d'abord doit affronter les Bnei Israël avec gros problème qu'ils le croient? Oui. Au lieu que déjà d'aller chez Paro et de faire la démonstration que la Géoula est en train de commencer, et c'est pour ça que Moshe va chez le Paro, et ensuite il va chez le Bnei Israël, ça sera facile. Question de Rav Simcha Zissel. D'accord? Réponse extraordinaire de Rav Simcha Zissel. Pour qu'on ait la Géoula, il faut la mériter. Il faut que quelque chose soit justifié. C'est vrai que c'est un problème pour les Bnei Israël de croire. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfoncés dans l'assimilation. Ils croient dans les valeurs des Égyptiens. Ils sont asservis pour leur gagne-pain. Ils ont Kotz Serouach, Avoda Kasha. Ils sont dans toutes les valeurs des Égyptiens, dans Avoda Zara, dans tout. Que les Bnei Israël, pour sortir, c'est pas la révolte de Spartacus. Vous comprenez? Nous, on croit parfois, quand on lit l'histoire de la sortie d'Égypte, on a l'impression que c'est la révolte de Spartacus. Il y avait une fois un esclave qui était très puissant, qui est rentré dans les arènes, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire, ou à peu près, quoi. Il a triomphé des lions, ou pas, ou des autres gladiateurs, j'en sais rien. Et après, il a commencé à créer un mouvement de révolte, et il arrive à sortir d'Égypte, c'est-à-dire de Rome. C'est pas ça l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est pas Moshe, c'est un gladiateur, c'est Spartacus, et qui va... C'est pas ça. Ça n'a de sens, cette sortie d'Égypte, que Shelach et Ami v'yavduni, qu'ils servent Hachem, qu'ils changent dans leur vie, que ça change quelque chose dans leur vie. Le problème, c'est pas d'obtenir que les Bnei Israël ils sortent d'Égypte. Si Hachem ne voulait pas d'esclaves, il n'aurait pas créé des esclaves.
Hachem, ce qu'il veut, c'est que l'homme arrive à une madriga dans laquelle il croit qu'il y a des choses qui sont plus importantes, plus essentielles dans sa vie que l'immédiat, que le quotidien, que Olamazé. Et ça, c'est seulement quand l'homme il fait cet effort de Emouna dans Akadosh Baruch Hu, s'il arrive à triompher de toutes les interrogations, parce qu'Hachem, c'est peut-être très vrai, mais on ne le voit pas, Hachem. Comprenez? Cette table, elle existe. Hachem, qu'est-ce qu'il a déjà vu? C'est des problèmes qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, ça. Il y a des réponses, mais c'est très très difficile, quand on est tellement égyptien, comme étaient les Hébreux à l'époque, d'arriver à dépasser ça, c'est très très difficile. On leur demande cet effort, parce que c'est seulement s'il y a cet effort, dit Rav Simcha Zissel, qu'ils arrivent à surmonter leurs problèmes et d'être Ma'amin B'Hachem. C'est ça qui fait que Moshe peut rentrer chez Paro. Ça, c'est incroyable. On croit, puisque Moshe est rentré chez Paro, fais-le au Bnei Israël, comme ça ils croient en toi. C'est juste l'inverse. Si les Bnei Israël, ils sont capables de s'élever, ça veut dire d'arriver à croire que vraiment, il y a quelque chose qui existe dans le monde, et que la vie vaut la peine d'être vécue, même si maintenant tu es un esclave assimilé à l'Égypte. Si chez toi, tu es prêt, chez toi, il y a des moyens que tu es disponible pour quelque chose, il y a des kélim chez toi, alors Moshe peut arriver à faire sa mission et rentrer chez le Paro. C'est extraordinaire, Simcha Sissi. Oui. Et c'est ça la réponse à la question de Ravitar. Ravitar, il demande, il dit pourquoi, quand on envoie Moshe pour annoncer au Bnei Israël, Kadesh li kol peterechem, pourquoi Moshe commence avec 10 psukim dans lesquels il leur parle de tas de mitzvot, des mitzvot déjà connus ou des mitzvot encore à faire, mais on t'a envoyé pour parler d'un mitzvah de peterechem. Alors pourquoi tu ne vas pas directement l'annoncer? On t'a demandé, c'est comme ça que ça se passe. Mais quoi? C'est pas comme ça que ça doit être. Il faut être au niveau de Peterechem. Peterechem, c'est pas... Vous comprenez, nous, on est tellement des légalistes, des juristes. Alors on dit, c'est des questions de droit. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça... Qu'est-ce qu'il y a des définitions? Qu'est-ce que c'est Peterechem? C'est le premier... Non, ce qui intéresse la Torah, c'est un niveau. C'est d'arriver à un niveau pour que les choses, elles changent. C'est ça ce qui intéresse la Torah. Un Peterechem, c'est pas un truc innocent. Quand on passe d'un monde de Esav, qui est un monde qui reste vrai, la preuve, c'est que même les Juifs, on a aussi encore cette histoire de Bechor le Nachala. On conserve un rapport privilégié, l'homme avec son fils comme héritier, pour se reconnaître, se projeter et voir une succession avec son fils. Hein? Attention, une petite parenthèse. On dit qu'un père, il est prêt à risquer sa vie pour sa femme et pour ses filles. On ne dit pas ça pour son fils. Et pourtant, son héritier, c'est son fils. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Par rapport à la femme, c'est l'affection, c'est les liens affectifs, c'est le cœur. Ça, la femme, les filles, un homme, il peut être beaucoup plus proche et prêt à risquer sa vie par pitié pour sa femme et pour ses filles, sur le plan affectif. Et ça, c'est... Parce qu'en vérité, il n'a pas de conflit tellement avec sa femme et ses enfants. A priori, naturellement, il ne devrait pas y avoir tellement, parce que lui, c'est celui qui donne, les autres sont mekabel, ça passe, le courant, il passe facilement. Regardez l'admiration d'une fille pour son père. C'est quelque chose d'assez naturel. Je ne parle pas de tous les systèmes. Qu'est-ce qui peut détraquer un système? Je dis, naturellement, un homme par rapport à sa femme, c'est lui l'homme, c'est la femme. L'un, il aide l'autre par le fait d'être comme il est, etc., etc. Mais par rapport à son fils, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que le fils, c'est une concurrence. Parce que le fils, il est du même domaine. Du point de vue affection, c'est beaucoup plus problématique. Mais du point de vue de l'identification, intellectuellement parlant, si vous voulez, du point de vue du Sechel, c'est le fils dans lequel je m'investis. Vous comprenez? Et ça reste. Mais quand on va passer à Bechor l'Ikdusha, c'est pas simplement changer des définitions. Ça veut dire, au lieu que le premier-né, c'est le premier du père, ça va être le premier de la mère, ça intéresse pas la Torah de dire simplement de changer une définition. C'est parce que cette définition, elle introduit une signification, elle a du sens. Pourquoi les halachot, elles sont intéressantes? Parce qu'elles nous apprennent quelque chose. C'est pas simplement des définitions, fais ça comme ça. Tu pourrais faire comme si tu fais comme ça. Avant le premier-né, c'était celui-là, maintenant le premier-né le plus important, c'est l'eau. Non, c'est pas ça. C'est que le premier-né, Peterechem, c'est le niveau auquel les Bnei Israël doivent accéder avec la Yetziat Mitzrayim. Ils doivent comprendre qu'il y a des choses qui sont essentielles. Et ces choses-là, ils sont essentielles comme Bechor, parce que ça, c'est des choses qui dépendent d'eux. C'est pour cela que le Peterechem, c'est quelque chose qui dépend de la gadloute de l'homme par rapport à sa femme.
Vous comprenez? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Une attitude de s'ouvrir un peu le cœur, de ne pas avoir l'attitude masculine, spontanée, instinctive, de ramener les choses à lui-même. Ça, c'est très masculin. L'homme, il ne fonctionne pas comme une femme là-dedans. Il n'est pas quelqu'un qui se sacrifie naturellement pour lui. Ça lui coûte beaucoup plus d'efforts de se descendre. Naturellement, c'est à moi. Il est le centre du monde parce que la réalité, c'est vrai. C'est que c'est lui qui donne du sens dans le couple. C'est lui qui doit amener le couple. Sa femme est construite. La femme est construite la maison. C'est le mari qui donne les directions. En général, je parle d'une façon schématique dans ce cours. Hein? Bien. Donc, il fallait des mitzvot pour parler d'atteindre le degré de... Oui, et il y a même une discussion dans le Nedarim, Yud Gimel, il y a même une discussion dans la Gemara, quand on a un bror, est-ce qu'il n'y a pas encore une mitzvah d'être Mekadesh? Rabbi il pense que même quand on a un bror, il y a une mitzvah encore de le nommer bror. Comme si ça ne suffisait pas qu'il soit un premier-né, il faudrait encore une participation de ta part pour qu'il soit bror. On ne veut pas qu'un bror Peterechem, ça soit la même chose que l'autre, sauf que la définition, c'est le premier de la mère au lieu d'être le premier du père. Ça, c'est pas intéressant comme changement. Oui. Donc, quand Israël, il fait pas partie des nations, c'est parce que tout ce qui touche Israël, c'est vécu tout à fait à un autre niveau. C'est pas le frère aîné. Le frère aîné, c'est quelqu'un qui est plus que les autres, peut-être, qui a des responsabilités supérieures, mais c'est un peu plus, un peu moins. Oui. C'est pas de cet ordre-là. C'est un nouveau monde, c'est l'ouverture à un nouveau monde. Donc, à la sortie d'Égypte, on va devenir on rentre dans un nouveau Bror le Gdusha, on accède à cela. C'est pour ça qu'il y a des mitzvot pour arriver à cela. D'accord? Et encore juste un point. C'est pour ça que finalement, parce que les premiers-nés ne seront pas au niveau et qui feront la faute de Egel Hazahav, qu'il faudra encore même le Bror, le Peterechem, on va les remplacer par les Levim. Mais ce n'est pas le Bror naturel qu'on remplace par les Levim, pas du tout. C'est ce niveau spécial qu'on a acquis de premier-né, qui est de Gdusha, d'intérêt à autrui, d'ouverture du cœur. Parce qu'on n'était pas à ce niveau-là, alors ça va être transformé dans le clan Israël, dans le rôle de les Levim.